Il y a une solution, entre guillemets, qui est proposée pour l'instant, qui est de dire on ne va pas les enfouir profondément, parce qu'on sait pertinemment que si on va les enfouir profondément, on ne pourra pas aller les rechercher, et que ça posera probablement un problème un jour ou un autre. Tout ce qu'il y a jusqu'à présent, on sait que l'enfouissement, dans tous les cas, depuis l'histoire entière de l'humanité, quand on a enfoui des choses pour s'en débarrasser, c'est mauvais. On le sait, c'est la pire des solutions. Vous voyez, dans tous les écrits scientifiques qui ont été faits depuis la période industrielle, il y a des choses très sérieuses qui ont été écrites là-dessus et qui sont très très claires. Et là, on est en train de faire, effectivement, en se groupant avec toute une série de personnes qui participent pour l'instant à un séminaire de lutte qui est lancé depuis quelques mois à l'EHESS, donc la Haute École de Sciences Sociales à Paris. On se réunit justement pour collecter ces savoirs et pour pouvoir les visibiliser. Parce que d'un côté, vous avez l'ANDRA qui va distribuer de l'argent dans les universités, qui va acheter des scientifiques, des expertises, et qui surtout les médiatise, parce que l'ANDRA, en fait, c'est surtout une agence de communication avant toute chose. Et qu'en face, il y a de telles... les choses qu'il faudrait énoncer sont tellement des vérités vraies, connues depuis tellement longtemps, et qu'il n'y a personne qui, pour l'instant, se dit il faut les redire, et les redire ensemble à très très large échelle. Donc il y a un travail vraiment de communication à faire très très important derrière ça. Et pour terminer, je dirais, donc on sait qu'une des solutions intermédiaires serait de dire on fait de l'enfouissement en subprofondeur, c'est-à-dire on les enfouit, on les protège en fait d'une couche de terre suffisante pour quand même les sécuriser dans des installations qui, elles, devront être surveillées en permanence et où on est sûr de pouvoir à tout moment aller les chercher. Et on le fait le temps qu'on trouve une solution pour retraiter ces déchets, pour abaisser leur période, leur dangerosité et leur longueur de vie. Et ce n'est pas du tout, et ça je vous le dis parce que Patrick Charton, que j'ai interviewé pour donc le représentant de l'ANDRA, disait lui-même, j'ai pas pu tout mettre dans le film parce qu'il m'a fallu faire des choix, il disait cette solution est tout à fait envisageable, elle tient vraiment bien la route, elle a beaucoup d'avantages. Les militants, quelque part, ils ont raison de se battre pour, sauf qu'on ne le fera pas parce qu'il y a un inconvénient, c'est que tous les 100 ans, il faut recommencer. Parce que comme il faut que les installations soient toujours à jour, toujours surveillées, tout ça, ça demande un investissement important, et comme on ne sait pas combien de temps il faudra pour trouver les solutions technologiques, pour le retraitement des déchets, ben ça, voilà. Et donc, l'argument fallacieux, c'est de dire, du coup, ça reporterait ce coût sur les générations futures, comme si c'était là vraiment de ce coup-là qu'il ne faudrait pas, qu'il faudrait les protéger. Et surtout aussi, ce qui est dit, et ça c'est entendable, mais pour moi c'est quand même fallacieux aussi de le dire, c'est de dire on ne peut pas garantir que dans 50 ans ou dans 100 ans, la population, les citoyens décident de continuer ce mécanisme, c'est-à-dire décident de renouveler les installations s'il le faut. Et pour moi, c'est fallacieux parce qu'en fait, on doit se transmettre la responsabilité de ces déchets. Et en les enterrant, c'est justement ce qu'on ne fait pas. Et de toute manière, ils vont finir par poser un moment de problème. Et là, on aura complètement abandonné. Et là, ce sera vraiment... Je vous cite un exemple. Le dépôt de munitions en mer que vous voyez au début du film, c'est exactement ce calcul qui a été fait. Ça a été de dire, on va balancer les déchets de guerre en mer, et comme ça, on sera tranquille. Et puis, on les a oubliés. Et puis, dans les années 70, il y a des obus qui sont retrouvés avec un dragage. Et puis on se rend compte en fait de l'énorme réservoir toxique qui se trouve là, et du fait que avec la corrosion, c'est inéluctable que les poisons vont être rejetés dans la mer. Et ce qui a été calculé à ce moment-là, c'est que si on sortait ces 3 millions d'obus de mer, on a fait de nouveau un calcul de rentabilité, il aurait fallu que tous les services de déminage belges qui sont aujourd'hui occupés en permanence et qui ramassent 250 tonnes de munitions par an, sans plus faire ce travail-là, en étant occupé que sur le dépôt marin, il faudrait plus de 30 ans
pour qu'on arrive à sortir les obus en sachant que ce ne serait pas sûr que ça soit possible parce qu'ils sont extrêmement dangereux. Une fois qu'ils sortent de l'eau, la corrosion s'accélère et ça va poser des problèmes énormes. Donc le pari qui a été fait par le gouvernement belge, c'est de dire on va les surveiller, on va faire comme avec les déchets nucléaires, on va espérer qu'ils relâchent leur toxique petit à petit dans l'eau et que ce soit suffisamment lentement pour que ça se dilue dans la mer sans poser problème. Et pendant ce temps-là, on va surveiller parce que le problème, c'est une autre solution, c'est d'aller les couvrir aussi d'une île, par exemple, pour mieux les protéger. Ça coûte extrêmement cher aussi. Donc on dit on va juste surveiller. Et cette semaine, la nouvelle est tombée, ça y est, une partie des obus est en train de relâcher des quantités inquiétantes de toxiques dans l'eau de la mer du Nord, et il y a une alerte qui est lancée, mais il n'y a toujours pas de solution qui est proposée. Or, un jour, on va devoir prendre cette décision, et elle coûtera beaucoup plus cher. Donc plus on attend, et plus on reporte à plus tard cette décision, plus les dégâts risquent d'être importants, et de toute façon, on devra en assumer le coût un jour ou un autre. Donc c'est exactement la même chose. Certainement un trait commun, c'est de vous féliciter par ce remarquable travail, qui est d'une pertinence rare et vraiment très prenante. C'est pour ça qu'on est peut-être tous un petit peu sur la torpeur à l'issue de cette présentation. Donc merci beaucoup. Et puis je trouve aussi dans ce que vous montrez, vous croisez des gens très profonds et formidables. On a la chance de vous avoir avec nous ce soir, on va pouvoir en discuter également. Et puis il y avait, je crois que ce monsieur qui devait être maire de ce petit village qui est en travaux de partout, qui dit des choses d'une densité inouïe, quoi. Donc merci beaucoup, et vous croisez avec cette histoire finalement de ce qui a été fait après la guerre, et on est malheureusement encore pendant la guerre nucléaire, mais on est un peu dans l'après-guerre en gérant ces déchets-là. On aura certainement une discussion là-dessus. Moi, je ne suis pas du tout dogmatique sur le nucléaire, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens d'EDF pour défendre le sujet, mais on aura peut-être l'occasion justement de modérer un petit peu tous ces sujets-là. Pour autant, ce rapprochement, on est dans la réalité de l'après. Bon, l'après, avant c'était en Russie, en terrain libre, je ne savais pas où c'était. Maintenant, ça doit être un petit peu plus notre problème de le gérer. Qu'est-ce qu'on en fait? Et on ne parle pas encore du démantèlement. Donc c'est un sujet qui est déroutant tellement il est complexe industriellement, pour autant on y est. Et ce qui est terrible, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et enfin moi je suis sur ce sujet-là complètement désemparé d'avoir un avis. Donc je suis ravi d'assister à toutes ces discussions sur la base de ce que vous avez montré. Le lien est très enrichissant parce que ça permet de montrer à ceux qui sont déjà enfouis dans les sables mouvants de l'évidence, qui ne réagissent plus, de leur montrer qu'il y a eu quelque chose avant sur lequel ils ont le droit d'être critiques. Donc, soyons critiques aujourd'hui à la lueur de ce que vous avez montré. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Oui, merci pour ce film que j'ai beaucoup apprécié. Je voulais dire pour, disons, s'accrocher la population. Alors, d'une part, on arrose les municipalités, on finance des voyages pour les enfants, n'importe quoi. Et d'autre part, les opposants qui s'étaient constitués en association, on a... Landra a réussi à faire classer leur association comme association de malfaiteurs. Hein? Et ça leur coupe beaucoup de possibilités. Et par ailleurs, ils ont tous subi des visites à domicile. On leur a piqué tout leur matériel, informatique, voire archives, etc.